Moi, si c'est bon. Eh ouais, on est bon. On est bon. C'est génial. J'aime beaucoup ta présentation. Eh ben, je te laisse la primeur. Super. Bon, bah, donc, je vais démarrer. Donc aujourd'hui, le sujet, bon, il n'y a pas de surprise, c'est sur les crises épileptiques, qui, je pense, est un motif quand même assez fréquent hein, en urgence, pour le coup, et qui est un gros motif d'inquiétude pour les propriétaires. Euh, Très honnêtement. Mais je pense que vous avez l'habitude pour le coup. Alors, quand on parle de crise épileptique, la première question à se poser, c'est tout d'abord quand est-ce qu'il faut penser à une crise épileptique? Parce que on va en discuter plus en détail, mais c'est pas toujours évident de penser à une crise épileptique, et puis parfois on peut aussi conclure par excès. Ce sont pas toujours des crises. Quand on pense que c'est une crise épileptique ou qu'on le confirme, il faut réfléchir aux différentes causes évidemment, avec différentes choses qu'on va pouvoir faire en urgence et d'autres qui vont devoir être reportées à plus tard. Euh, Ensuite, on va se poser quelle gestion on va réaliser en urgence. Et ensuite, quelle sera la suite qu'on va pouvoir poser aux propriétaires, que ce soit en termes de diagnostic étiologique, de traitement de fond et de pronostic, parce que les propriétaires peuvent être assez demandeurs de la suite. Et parfois, ils peuvent être extrêmement inquiets quand on parle d'épilepsie, ils peuvent demander parfois même une fin de vie, alors que c'est pas toujours justifié. Donc, ça fait partie des éléments intéressants à discuter avec eux. Alors, j'ai mis pas mal de vidéos. J'espère que ça va passer en termes de connexion Internet. S'il y a, de toute façon, au pire, je pourrais vous les transférer. C'est des vidéos que j'ai faites moi-même. Donc, il ne faudra pas hésiter à me dire si vous avez un souci là-dessus. Donc, globalement, on va penser à une crise épileptique face à toute manifestation épisodique ou paroxystique. Il faut vraiment rester très ouvert, hein. Globalement, dès qu'il y a une manifestation épisodique, il faut qu'on garde en tête que ça puisse être potentiellement une crise épileptique, parce qu'en fait, une crise épileptique, c'est un signe clinique qui peut prendre des formes extrêmement variées. Donc aujourd'hui, dans les consensus en termes de classification, on fait la suivante. Le premier type de crise sont les crises épileptiques qui sont généralisées, c'est-à-dire qu'elles vont toucher l'ensemble de l'encéphale, et on va pouvoir distinguer les crises qui sont convulsives, qui sont souvent les plus évidentes à diagnostiquer, et les crises non convulsives. Donc en fait, la différence se fait par le mot convulsif, qui se veut dire, en fait, d'un point de vue médical, une activité physique bilatérale apparente. C'est assez important hein, pour chaque terme. Et donc, on va retrouver effectivement tous les crises tonico-cloniques qui sont les plus évidentes. On peut également avoir des crises qui sont uniquement toniques, des crises qui sont purement cloniques, donc juste avec du pédalage, ou des crises myocloniques, je vous en montrerai. Et l'autre pendant des crises généralisées sont les crises avec absence. Et ça, c'est des crises qui sont parfois difficiles à diagnostiquer, assez surprenantes quand on commence à en voir, et qui ne sont pas négligées. Je vais vous montrer un exemple chez un enfant, parce qu'en fait, chez l'humain, c'est beaucoup chez l'enfant qu'on voit ces crises avec absence. Et vous allez voir, c'est assez perturbant. Il n'y a pas du tout la notion de crise épileptique telle qu'on peut l'entendre parfois. Donc là, on a l'EEG à gauche hein, qui nous montre qu'on est sur une crise généralisée. Toutes les dérivations montrent une activité épileptique. Et donc, on voit que l'enfant garde une posture à peu près normale, peut avoir des mouvements au niveau des mains, au niveau de la tête, mais simplement, elle décroche de son environnement. Là, la crise va se terminer et l'enfant revient à elle-même. Et donc ça, c'est intéressant. L'enfant dit simplement qu'elle était dans la lune. Donc c'est des crises qui sont peu impressionnantes, mais qui restent des crises épileptiques au même titre que des crises convulsives. Elles sont pas moins graves, pas plus graves. C'est juste une manifestation qui va être différente. Si le foyer épileptique ne touche qu'une partie de l'encéphale, on va parler de crise focale, typiquement quand c'est qu'un seul hémisphère, voire une région encore plus petite. Et à ce moment-là, on peut avoir des crises qui vont être très très différentes les unes des autres. On peut avoir juste une activité motrice, comme par exemple une contraction de la face, des crises qui peuvent être parfaitement autonomes, c'est-à-dire qu'elles touchent que le système nerveux autonome. Donc les crises qu'on peut avoir, ça va être ce qu'on appelait avant le syndrome ptyalisme-dysphagie, mais ça peut vraiment être juste des troubles digestifs. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Panayotopoulos chez l'humain. C'est des crises qui sont extrêmement difficiles à diagnostiquer, pour le coup. Chez l'enfant, on a tendance à les confondre avec des syndromes de Crohn, où en fait, on peut juste avoir des enfants qui ont des vomissements épisodiques, par exemple. Alors, donc on pense que c'est d'origine purement digestive, et en fait, ce sont des crises épileptiques.
Chez l'animal, c'est assez exceptionnel, probablement qu'on les sous-diagnostique, mais les cas de figure que j'ai eu l'occasion de voir, c'était des animaux sur lesquels en fait on avait eu des explorations pendant des années dans différents centres de gastro-entérologie avec différents spécialistes. On avait eu plein d'expériences très très concluants et des traitements qui n'avaient pas été extrêmement concluants, et en fait on les met sous antiépileptiques et c'est le jour et la nuit. Donc ça fait partie des choses qui peuvent arriver, même si ça reste assez exceptionnel. Et enfin, pendant les crises comportementales, qui peuvent être des séquences comportementales assez simples, comme le gobage de mouche, ou encore des choses beaucoup plus complexes, comme ce qu'on appelle le syndrome d'hyperesthésie féline, qui peut parfois être d'origine épileptique. Donc, je vais vous montrer maintenant des vidéos chez les animaux, les chiens, les chats, pour vous montrer un peu justement la diversité de ce qu'on peut rencontrer. Donc, premier cas de figure, c'est assez classique, hein, c'est une crise, cette fois-ci, qui est tonico-clonique. On voit bien le côté généralisé, convulsif, avec l'activité motrice bilatérale apparente. Cette fois-ci, une crise avec absence chez un chat. Donc, on voit qu'il est. En fait, le propriétaire peut lui parler, peut essayer d'interagir, il se passe vraiment rien. Il y en a qui sont parfaitement immobiles, comme s'ils étaient morts. Ça ressemble à des comas, et puis il y en a qui peuvent avoir des activités motrices un peu étonnantes, comme ce chat. Et c'est vraiment d'apparition très brutale et d'arrêt très brutal. Donc c'est assez intéressant. Ici, une crise focale motrice chez un chat. On avait fait un électroencéphalogramme, donc on avait pu identifier effectivement le foyer épileptique. Et donc on n'a pas de doute sur la nature, et on voit que c'était juste l'oreille qui bougeait. Ici, des petites myoclonies. Donc c'est les petits sursauts qu'on voit chez ce chien. On voit qu'il d'ailleurs il est un petit peu perturbé par ce qui se passe. Et ça, voilà, c'était des crises épileptiques en l'occurrence. Ici, juste de la salivation chez un chat. Donc vraiment, c'est il goutte, tout simplement. Il n'y a absolument aucune autre activité, c'est juste il salive. Et enfin, ça c'est une vidéo que j'aime bien, c'est un cas que j'avais eu pendant ma résidence, où c'est un chat qui présentait vraiment des crises, un chaton hein, qui présentait des crises d'hyperesthésie. Et c'est vraiment, il se met à courir partout. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir si c'est épileptique. Et on va voir en fait à la fin de la vidéo qu'on a des arguments assez forts pour connaître la nature des épisodes. Donc là, le propriétaire va se rapprocher du chat, le prendre. Et en fait, on voit que le chaton est en myosis et a une vraie salivation avec quelques activités motrices de la face. Donc voilà, donc c'était des crises hein, assez différentes les unes des autres. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans l'épilepsie, c'est qu'on peut avoir des manifestations extrêmement variables d'un animal à l'autre pour finalement un même signe clinique. Mais il faut rester prudent parce que c'est pas toujours une crise épileptique, hein, tout épisode n'est pas d'origine épileptique, et donc face à tout ce champ des manifestations épisodiques, il faut garder un diagnostic différentiel ouvert. En particulier, dans les manifestations épisodiques d'origine non épileptique, on peut penser à la catalepsie, la narcolepsie, qui vont être des chutes de tonus. Donc là, on va pouvoir les confondre avec des crises épileptiques atoniques. Mais ça reste des choses qui restent assez exceptionnelles hein, pour le coup pour ces deux affections. La narcolepsie, il y a vraiment la notion d'endormissement, c'est toujours vraiment des races très particulières, c'est quasiment toujours d'origine génétique. On peut également voir les syncopes. Alors, ça paraît bête, mais les syncopes ressemblent parfois à des crises épileptiques tonico-cloniques. Et c'est assez impressionnant quand on les voit en vidéo, ces syncopes, parce que on peut vraiment se faire avoir. Et il y a d'ailleurs une étude qui est très récente qui s'est intéressée à l'hypophosphatémie comme marqueur pour essayer de différencier les crises épileptiques généralisées tonico-cloniques des syncopes. Et globalement, la présence d'une hypophosphatémie était en faveur d'une origine épileptique. On peut également avoir la faiblesse neuromusculaire qui parfois peut évoluer de manière très épisodique. En particulier, j'ai déjà eu des cas de myasthénie grave très très épisodiques où parfois ils avaient juste une journée où ils avaient des épisodes de faiblesse neuromusculaire et puis plus rien pendant plusieurs semaines. Donc pour ceux qui n'en ont jamais vu, ça ressemble à ça va vraiment être une- comment dire, un épuisement des plaques motrices où dès que le chien fait un effort, il va s'effondrer par faiblesse musculaire. Alors, tout ce qui est les troubles d'origine digestive, on en a parlé un petit peu par rapport aux crises autonomes.
tous les crises enfin, tous les épisodes d'origine comportementale. Donc, on pense notamment aux stéréotypies. Par exemple, si on prend le gobage de mouche, ça peut être d'origine purement comportementale ou d'origine purement épileptique. Et, quand on est face à un animal qui fait que du gobage de mouche, on ne peut pas dire à l'avance si ça va être comportemental ou épileptique. C'est là où on va pouvoir réaliser des essais thérapeutiques, notamment pour essayer de différencier les deux. On parle des troubles dermatologiques aussi, hein, qui peuvent ressembler à des manifestations épisodiques, notamment tout le côté hyperesthésique, ou par exemple des chats qui vont s'attaquer la queue, avec ce syndrome d'hyperesthésie féline. Ça peut être d'origine dermatologique, d'origine comportementale, d'origine épileptique. Ça peut également traduire des manifestations douloureuses. On le voit, hein, notamment chez les chiens, même avec du gobage de mouche, parfois c'est pas des douleurs cervicales. On a tout le pendant des crises vestibulaires. C'est assez exceptionnel que les syndromes vestibulaires évoluent vraiment par épisode bref, mais on peut le voir notamment sur des otites moyennes. On aura une petite irritation de l'oreille interne. On va avoir des chats parfois qui vont avoir juste des épisodes très très brefs de perte d'équilibre. Il y a ensuite tout le champ des dyskinésies paroxystiques. C'est ce qu'on appelle les manifestations, enfin les mouvements involontaires. Je vais vous montrer, ça c'est un bichon qui a une dyskinésie paroxystique qui est liée à la race, c'est génétique. Et en fait, il présente des épisodes de dystonie où son corps s'incurve. Et c'est pas du tout épileptique, c'est purement bénin. Et il n'y a rien à faire. C'est juste de temps en temps, il a des épisodes voilà, où son corps s'incurve. C'est ce qu'on appelle les Scotty Cramps chez le Scottish Terrier, où en fait, c'est des contractions brutales des muscles extenseurs sur les postérieurs. Et puis après, ça disparaît. Donc c'est juste, il a l'air coincé pendant quelques temps. Et enfin, le plus difficile, peut-être, je pense, sont les troubles du sommeil paradoxal. Je vais vous montrer une vidéo. Et c'est vraiment pas du tout une crise épileptique pour le coup. C'est assez impressionnant. C'est vraiment, dès que le chien dort, il présente des mouvements extrêmement violents. C'est un chien sur lequel j'ai fait 11 essais thérapeutiques. Il n'a jamais répondu à rien. Et ça s'est dégradé progressivement. C'est malheureusement souvent lié à des maladies neurodégénératives. Donc ça peut être extrêmement violent, hein, pour le coup. On voit des chats parfois qui font des bonds sur ces troubles du sommeil paradoxal. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous dire, c'est les crises épileptiques, il faut rester très ouvert. Ça peut ressembler à énormément de choses. Donc face à toute manifestation épisodique, il faut considérer que ça puisse être épileptique, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent mimer des crises épileptiques. Donc quelques arguments pour essayer de nous aider, parce qu'on n'a pas vraiment accès à l'électroencéphalogramme de manière courante. On peut utiliser quelques arguments cliniques. Tout d'abord, si on voit qu'on a vraiment un séquençage très franc, par exemple qu'on arrive à identifier des signes avant-coureurs, comme par exemple un changement de comportement dans les jours qui précèdent, ou voir les minutes qui précèdent. Ensuite, on a la crise, puis ensuite une phase de récupération avec par exemple de l'abattement, des pertes d'équilibre, un changement de comportement, une polydipsie, une polyphagie. Ça sera un argument qui sera très fort en faveur d'une origine épileptique parce que les autres épisodes dont on a discuté avant n'ont pas de raison d'avoir ce séquençage. La présence de manifestations autonomes, que ce soit salivation, miction, défécation, vomissement, à l'exception de troubles digestifs primaires, il n'y a pas de raison que les autres types d'épisodes occasionnent ces signes. Et enfin, la durée. Une crise épileptique, l'ictus en lui-même, donc la crise, reste un événement qui est assez court. En général, ça doit durer moins de 5 minutes, ou pour des crises focales, on tolère jusqu'à 10 minutes. Au-delà, ça deviendra un status épilepticus. Donc, si jamais on a des épisodes qui durent vraiment plusieurs heures, il y a quand même peu de chances pour des crises épileptiques, à moins qu'on ait des enchaînements de crises où les propriétaires n'arrivent pas à différencier les crises en elles-mêmes. Et ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu les recommandations en médecine humaine, on voit qu'on a une erreur dans 19 à 26% des cas. C'est-à-dire que sur les manifestations épisodiques, il faut rester très ouvert d'esprit. C'est pas toujours évident de faire le diagnostic. Donc, en urgence, c'est encore plus difficile. Ça, c'est un point qui est sûr. Et donc, il nous faut du recul. La notion d'épisode n'est pas toujours évidente à estimer en aigu si c'est la première crise, surtout que les propriétaires ils ne voient pas toujours la crise en elle-même, et je pense que parfois ils doivent vous appeler, vous devez déjà avoir été confronté à ça, à des animaux qui sont en post-ictal, et peut-être qu'au moment où vous arrivez, ils sont redevenus normaux ou ils sont en train de s'améliorer. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il faut considérer que ça puisse être potentiellement une crise épileptique dont on n'a pas vu la crise.
Globalement, sur l'évaluation neurologique à ce moment-là, donc bon, sur le préictus, c'est rare, je pense qu'on soit appelé, parce que déjà, on en voit rarement des préictus, mais j'ai déjà eu des animaux qui présentaient notamment la dysurie dans les jours qui précédaient une crise. Donc, ça fait partie des choses à garder en tête. La crise, bon, est relativement courte, donc je pense pas que vous arriviez pile au moment de la crise en général, probablement plutôt après une crise. Ensuite, on a le post-ictus qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. Donc, c'est justement là où je pense qu'on peut arriver. Il faut se méfier de l'examen neurologique à ce moment-là, parce qu'il est difficilement interprétable. On peut avoir plein de modifications, même sur une origine idiopathique bénigne. Donc, il ne faut pas chercher forcément à localiser quand on pense qu'il y a eu une crise épileptique. Faut lui laisser du temps à l'animal. Si vous arrivez sur l'interrictus, c'est là où on sera sur le meilleur moment pour évaluer l'animal. Typiquement, si on a un animal qui est normal, ce sera un argument plutôt en faveur d'une épilepsie idiopathique. S'il a d'autres signes, comme des troubles digestifs chroniques ou des choses comme ça, on pourra penser à tout ce qui est les affections métaboliques. Et si vraiment, entre deux crises, il a des signes extrêmement latéralisés, on pourra se dire que c'est probablement une maladie structurale de l'encéphale qui sera unilatérale. Alors, si maintenant on s'intéresse aux différentes causes de crise épileptique, il faut avant tout considérer qu'une crise épileptique, ça reste avant tout un signe clinique de dysfonctionnement cérébral. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un signe, au même titre que la douleur ou la toux sont des signes. Vraiment, ça c'est important de le garder en tête. Le premier cas de figure, c'est quand le cerveau est normal, mais vient réagir à des anomalies de son environnement, typiquement la composition du sang qui va changer. Donc on parlera de crise réactive, parce que le cerveau va réagir à ces anomalies. Les trois principales causes qui sont décrites, c'est les trois plus fréquentes, sont l'insuffisance hépatique, l'hypoglycémie et les désordres électrolytiques. L'insuffisance hépatique, il faut s'en méfier, parce que j'ai eu quelques cas sur lesquels je me suis fait piéger, notamment un chien, Jack Russell de 9 ans, qui venait pour l'apparition de crises d'agressivité. Et, euh, et en fait, en explorant, on a découvert une insuffisance hépatique. Donc, on peut avoir des maladies hépatiques congénitales qui évoluent à bas bruit et qu'on découvre vraiment tardivement. La physiopathe de l'insuffisance hépatique est complexe. On pense souvent à l'hyperammoniamie, mais ce n'est pas le seul élément. On aura notamment des déficits en glucose, on peut avoir des augmentations du glutamate sanguin, qui est un neurotransmetteur excitateur, etc. Ensuite, on va avoir tous les hypoglycémies. Donc ça, je pense que vous avez dû en voir déjà sur les jeunes animaux, mais on peut également avoir les intoxications au xylitol, qui est un sucre qu'on voit dans certaines pâtisseries ou les chewing-gums. Donc typiquement, les animaux qui mangent ça peuvent faire des hypoglycémies assez violentes et arriver en crise épileptique. Les désordres électrolytiques, c'est avant tout des troubles du sodium et du calcium. C'est assez rare qu'on ait un animal qui soit normal entre les crises avec des désordres électrolytiques qui occasionnent des crises. Souvent, ils sont dans le coma, ils ont un œdème cérébral très important ou autre. Et puis après, il y a tout ce qui va être les causes exogènes avec les toxiques. Mais il faut garder en tête que les intoxications, même si on en parle souvent, restent quand même assez exceptionnelles, surtout en France où la plupart des neurotoxiques sont interdits. Il y a une étude d'ailleurs intéressante qui est sortie d'un centre en Angleterre il y a peu de temps. C'était une rétrospective sur plus de 10 ans sur justement les crises épileptiques d'origine toxique. Et en fait, de mémoire, ils avaient recruté à peine 14 cas en plus de 10 ans. Donc ça reste vraiment une origine qui reste exceptionnelle. Si jamais la composition du sang est normale, c'est que le problème vient directement du cerveau. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'épilepsie. L'épilepsie, c'est la maladie cérébrale qui se manifeste par des crises épileptiques. Le premier cas de figure, c'est l'épilepsie idiopathique. Donc, c'est une épilepsie dont on ne connaît pas l'origine. On pense qu'il y a un fond génétique qui est plus ou moins fort selon les races. Il y a des races sur lesquelles on a pu identifier même le gène impliqué, mais dans l'immense majorité des cas, on n'a pas identifié le gène. On pense que c'est polygénique avec un fond génétique très complexe. Même chez l'humain, dans la plupart des cas, on n'a pas identifié le fond génétique. Mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on pense aujourd'hui. C'est une maladie donc, qui est de naissance, donc il n'y aura pas de traitement spécifique, on va juste traiter le symptôme. Et ça peut se déclarer à n'importe quel âge. Même chez des vieux animaux, il faut rester prudent. Dans les critères cliniques qu'on va utiliser, c'est qu'un animal qui est normal entre ces crises a statistiquement 70% de chances d'avoir une épilepsie idiopathique, quel que soit l'âge. Si en plus il fait sa première crise entre 6 mois et 6 ans, on va monter à 90%.
On va même monter plus sur des races très à risque, comme par exemple le berger australien ou le border collie. Mais il faut vraiment garder en une crise à 10 ans, à 70% de chance d'être sur une épilepsie idiopathique s'il est normal entre ces crises. Donc ça reste un élément notable. Si on n'est pas sur ce type d'épilepsie, c'est qu'il y a probablement une modification de la structure du cerveau par une autre maladie. Donc on a par exemple des encéphalopathies dégénératives. Souvent, elles ont tendance à créer des crises de type myoclonique avec les contractions de l'encolure et de la tête, comme le Cavalier-King-Charles qu'on a vu précédemment. Ces crises myocloniques sont souvent un signe d'appel de ces encéphalopathies dégénératives. C'est ce qu'on voit notamment dans la maladie de Lafora, qu'on appelle aussi épilepsie de Lafora, où c'est des myocloniques qui peuvent être déclenchées par des flashs lumineux. Ensuite, on a les anomalies de développement, donc par exemple des hydrocéphalies très marquées ou alors des porencéphalies, donc c'est un morceau du cerveau qui manque. On va avoir tous les tumeurs cérébrales, c'est vrai que c'est un signe d'appel assez important. Les encéphalites, qu'elles soient dysimmunitaires chez le chien en France métropolitaine ou infectieuses, notamment liées à la PIF chez le chat. Tous les causes traumatiques, alors là, il faut s'en méfier. Une épilepsie d'origine traumatique, c'est quand on a des crises qui surviennent dans le maximum les 2 semaines suivant le traumatisme crânien. Mais donc, s'il y a eu un traumatisme 3 mois avant, il y a probablement aucun lien. Et enfin, les causes vasculaires. Mais il faut s'en méfier un peu des causes vasculaires parce qu'on a tendance parfois à conclure un peu avec excès aux AVC. Ça reste assez rare, hein, pour le coup, on en voit, mais c'est quand même rare, surtout chez le chat. Et surtout un AVC, souvent il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'en remettre. Donc un animal qui fait une crise et qui s'en remet en quelques minutes, c'est très très peu probable que ce soit une origine vasculaire. Et enfin, un dernier cas de figure que je vais détailler, qui est ce qu'on appelle l'épilepsie du lobe temporal. C'est une épilepsie assez étonnante qu'on voit de plus en plus chez le chat, donc qui a des formes de crise assez particulières. Où, en fait, on a ces contractions de la face qui sont très rythmiques. Donc, c'est ce qu'on voit ici, ces contractions des babines. Et donc, c'est une épilepsie qui touche pardon, en fait, ce qu'on appelle la formation hippocampale, donc qui contient notamment euh, l'hippocampe qui est ici. Et en fait, on va avoir dans les cas assez avancés, on va avoir une nécrose, donc une mort cellulaire de ces neurones dans cette région-là. Et c'est une maladie qu'on pense associer à un pronostic moins bon en raison de ces lésions cérébrales qui s'installent. Le gros souci sur cette forme d'épilepsie, c'est qu'on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence de crise épileptique. Donc on maîtrise vraiment très très mal sa physiopathe. C'est le cas chez l'humain aussi, hein, c'est une maladie qui est complexe. Donc dans les causes qui ont été décrites chez l'animal, ce sont des causes vasculaires, des causes inflammatoires et qu'en particulier des encéphalites avec des auto-anticorps liés à la protéine LGI1, qui est une protéine qui est impliquée souvent dans des formes d'épilepsie chez l'humain. Des atteintes métaboliques toxiques, mais sur des choses vraiment très très spécifiques qui ont notamment été montrées de manière expérimentale. On peut avoir des malformations de ce qu'on appelle le gyrus denté. Donc en fait, le gyrus denté, c'est la structure qui est au bout de l'hippocampe, donc qui fait partie de la même formation hippocampale ici. On a pendant des crises, des épilepsies génétiques, donc idiopathiques. Dans ce cas-là, on va penser que c'est plutôt une conséquence des crises, c'est une nécrose de l'hippocampe. Et enfin, dans l'immense majorité des cas, on considère que c'est une cause qui est inconnue, donc quelque part idiopathique. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, déjà. Oui, j'avais une question parce que mon frère, il fait beaucoup de crises d'épilepsie et je sais que pour les humains, c'est douloureux. Est-ce qu'on sait le stade de douleur pour les animaux ou pas? Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile d'y répondre parce qu'on ne peut pas discuter avec les chiens et les chats. C'est vraiment difficile. Euh, on a tendance à penser, de ce qu'on voit malgré tout chez l'humain, que des crises épileptiques généralisées sont pas du tout associées à la douleur dans le sens où on n'a pas enfin, pendant la crise, parce qu'il y a une déconnexion complète, il y a une perte de connaissance, une perte de conscience. Sur des crises focales, c'est un peu plus difficile à déterminer. En tout cas, il n'y a pas de récepteur à la douleur dans le cerveau, donc il n'y a pas de souffrance au niveau cérébral. Après, probablement que sur des crises épileptiques généralisées tonico-cloniques, on a une activité motrice forte. On peut penser qu'il y a des animaux qui se
font mal, ne serait-ce par les contractures musculaires, mais on voit aussi des animaux qui se blessent. Ça, on en reviendra sur la prise en charge en urgence, mais justement d'essayer de protéger les animaux quand ils font des crises. Mais en théorie, par exemple, une crise épileptique avec absence n'occasionne pas, enfin on pense qu'en tout cas n'occasionne pas de douleur. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va continuer. Ok, je vais continuer. Alors, ensuite, donc, quelle gestion d'urgence? Donc ça, c'est la partie la plus importante pour vous, que ça soit à domicile ou en clinique, parce que je sais que maintenant, vous avez des maisons des urgences. Donc, la première question à se poser, c'est quels seront les critères vraiment d'urgence? À quel moment on va s'inquiéter face à une crise épileptique? Le premier critère, c'est quand on a une dégradation de l'état intercritique. Donc même sur un animal qui fait des crises épileptiques régulièrement, si on commence à voir euh, un état qui se détériore au cours des crises, effectivement, on va devoir agir relativement rapidement. Si on commence à voir apparaître des crises groupées, c'est-à-dire séparées par moins de 24 heures d'intervalle, là, il faut agir rapidement parce qu'on a un risque d'emballement des crises. Et si les crises s'emballent, on peut arriver au dernier cas de figure qui est une urgence absolue qui correspond à l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique est défini en médecine humaine et en médecine vétérinaire comme un ictus qui dure plus de 5 minutes pour une crise généralisée à plus de 10 minutes pour des crises focales. Ou alors, par un enchaînement de crises épileptiques groupées qui vont être très rapprochées, sans retour à la normale entre les crises. Pour cette deuxième définition, ce qui est difficile, ça va être de distinguer parfois un état de mal épileptique d'un animal qui va faire des crises groupées avec un état interictal qui est anormal. Donc, par exemple, s'il a une tumeur cérébrale, il n'est pas forcément en statut, simplement il sera anormal entre ces crises. Et s'il en enchaîne régulièrement, on va pouvoir penser qu'il est en état de mal. Si jamais on pense qu'il est en état de mal, bon, bah, vous le savez très bien, c'est une urgence absolue. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que finalement, chez un animal qui fait une crise épileptique isolée avec un retour à la normale, en théorie, on n'a pas du tout de besoin de prise en charge en urgence. Et c'est notamment ce qu'on voit en médecine humaine, hein, dans les recommandations françaises de la Société de neurologie. Si on a quelqu'un qui fait une crise épileptique et qui revient à la normale, on va recommander de faire une consultation, voire une imagerie dans les 15 jours qui suivent la crise et un EEG dans les 4 semaines, mais il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de prise en charge, il y a un retour à la maison avec une surveillance à la maison. Néanmoins, chez l'animal, ça peut vite devenir une urgence, évidemment émotionnelle, et donc c'est normal que vous puissiez aussi avoir des consultations de ce type, parce qu'il y a avant tout un besoin de rassurer les propriétaires, surtout si c'est la première crise. Globalement, sur une crise isolée, on va recommander avant tout une surveillance à domicile, et globalement, les trois règles qui vont nous guider pour les propriétaires vont être de vraiment les rassurer qu'ils gardent leur calme, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils ne pensent pas que leur animal, même si c'est très impressionnant, est forcément en souffrance, qui protègent leur animal quand il y a des crises. Donc l'idée, c'est que s'il y a une mezzanine ou si l'animal est en hauteur, c'est de le mettre par terre, parce qu'il y a des animaux qui peuvent vraiment tomber ou se faire mal, que les enfants ne s'approchent pas. Globalement, un humain qui fait des crises, l'idée, c'est qu'il arrive à détecter l'apparition des crises. Sinon, c'est là où on peut aussi essayer d'éduquer des chiens à détecter les crises pour prévenir le patient et que l'humain puisse se protéger en se mettant pas dans un canapé quand il va faire des crises. Et enfin, bah, il faut quand même surveiller la suite des crises sans forcément paniquer, mais surtout vérifier qu'il n'y ait pas d'autres crises qui apparaissent ou qu'il n'y ait pas d'autres signes qui apparaissent. Quand on a des crises groupées, on va recommander d'initier un traitement antiépileptique rapidement. S'il y a juste eu deux crises et qu'après il y a une pause, bon, on peut attendre quelques jours, mais si on voit que les crises ont tendance à s'enchaîner relativement rapidement, il ne faut pas hésiter à agir rapidement. Globalement, les deux molécules qu'on va pouvoir utiliser en première intention sur des crises épileptiques vont être le phénobarbital et le lévétiracétam. Le phénobarbital a l'avantage d'être efficace sur toutes les causes de crise épileptique, donc on ne peut pas se tromper en mettant du phénobarbital. Il n'y a pas de réelle contre-indication. L'insuffisance hépatique fait souvent peur parce qu'en fait, il y a une induction enzymatique qui est inhérente à la molécule, qui n'est pas grave du tout, c'est parfaitement bénin, mais qui va se traduire par une augmentation des activités des pales et des alates, qui peut parfois être très très impressionnante, mais c'est parfaitement bénin. Enfin voilà, c'est décrit les insuffisances hépatiques, mais à titre personnel, j'en ai jamais vu sur du phénomorbital.
Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. L'avantage, c'est que ça reste quand même peu cher. Donc, sur des traitements au long cours, c'est intéressant. Et pour la partie en urgence, il y a une forme injectable, donc qui est plutôt pratique. Les doses qu'on recommande, ça va être si on doit faire une dose de charge, c'est 17 à 21 mg kg sur 24 heures. On peut la faire par voie parentérale, mais on peut aussi la faire par voie orale. Pour le coup, moi, ça m'arrive de faire des charges à domicile par les propriétaires, par exemple en 4 ou 5 prises de comprimés. Et ensuite, on va suivre sur une dose d'entretien entre 2,5 à 3 mg par kilo, matin et soir. Le phénobarbital, il a la particularité d'avoir une action un peu lente. Quand on ne réalise pas de dose de charge, on va avoir une phénobarbitalémie qui va se stabiliser en 2 à 3 semaines. Donc ça prend un petit peu de temps quand même. Et durant cette période de 2 à 3 semaines, on a une forme d'accoutumance qui va se mettre en place. Et c'est là où on aura les gros effets secondaires. Typiquement, la sédation et l'ataxie qui peuvent être très 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 impressionnants. C'est pas grave du tout, il faut vraiment rassurer les propriétaires par rapport à ça. Euh, Moi, j'en mets vraiment 3 couches quand je leur en parle, je le marque sur l'ordonnance, enfin, vraiment, je les préviens énormément. Et en fait, dans la plupart des cas, ça se passe très bien et les chiens sont pas très ataxiques. Il y a des fois où c'est beaucoup plus marqué, mais en tout cas, quand ils sont bien prévenus, je trouve que ça passe plutôt bien. Par contre, le gros défaut de ça, c'est que bon, l'action peut être un peu lente et parfois on doit réaliser des doses de charge quand on va aller rapidement. Et donc, on se retrouve avec une évaluation intercritique qui va être modifiée. Si on suspecte qu'il puisse y avoir une tumeur cérébrale, par exemple, on va plutôt privilégier une deuxième molécule, à savoir le levetiracetam en première intention. Le levetiracetam, en fait, il peut être utilisé un petit peu sur toutes les formes d'épilepsie, si ce n'est qu'on pense qu'il n'a pas une franche efficacité en monothérapie lors d'épilepsie idiopathique canine. Donc voilà, c'est le seul cas de figure qui est le plus embêtant. Donc en urgence, c'est pas du tout une erreur de l'utiliser, mais sur le long terme, si on fait un diagnostic d'épilepsie idiopathique, on aura tendance à le remplacer par du phénobarbital. La dose est de 20 mg kilo tous les 8 heures. C'est l'idéal parce que le métabolisme est beaucoup plus rapide chez l'animal, et en particulier chez le chat, que chez l'humain. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre en 3 fois par jour. Et si jamais on a vraiment des crises qui s'enchaînent, on peut réaliser ce qu'on appelle des doses pulsées, où en fait on triple la dose pendant 3 jours. Globalement, l'avantage du levetiracetam, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire franc, pas de risque de toxicité, il a une marge thérapeutique phénoménale. Quand on regarde, il y a eu des études où ils ont testé de mettre des doses en une fois chez le chien de 4500 mg kg, et il s'est rien passé. Et les personnes qui essayent de se suicider au levetiracetam n'y arrivent pas. Donc vraiment, il y a une marge thérapeutique qui est phénoménale et il n'y a pas de risque. Son action est très rapide. On estime que la demi-vie est de 2-3 heures avec une stabilisation sanguine complète en 24-48 heures grand maximum. Euh, Par contre, son défaut, c'est que la forme injectable est difficilement accessible. C'est en réserve hospitalière, donc on peut réussir à s'en procurer, mais c'est moins évident. Pour l'état de mal épileptique, la prise en charge va être un peu différente. On va tout d'abord essayer de stabiliser avant tout les crises épileptiques, enfin l'état de mal avant de chercher à réfléchir au traitement au plus long terme. Donc la règle d'or, ça c'est de ne pas paniquer. Je pense que c'est important, il faut vraiment garder son sang-froid. Ça sert à rien de se précipiter sur un état de mal épileptique, de courir partout. Globalement, voilà, on n'est pas à 20 secondes près. Donc il faut prendre le temps de bien faire les choses. L'objectif, c'est d'arrêter l'activité épileptique. Le reste, on s'en fiche. Pour l'instant, on s'en fiche de la cause des crises, on s'en fiche de tout le reste. L'objectif, c'est d'arrêter, et peu importe le choix des molécules qu'on va en faire. En termes de moyens, on va essayer de ralentir donc l'activité cérébrale, et parfois on va arriver jusqu'au coma. C'est une prise en charge qui peut être, je pense, assez complexe à domicile. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais j'imagine que ça ne va pas être évident parce que dans une prise en charge idéale, il nous faut un monitoring complet, un nursing qui est assez lourd. Donc le monitoring, il va passer par un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, une ventilation mécanique. Mais c'est évidemment des choses qui ne sont pas du tout jouables en pratiquant une urgence à domicile. Donc l'idée, ça serait d'essayer de stabiliser au maximum avant de transférer face à un état de mal épileptique. En termes de prise en charge, donc en termes de recommandations, ce qu'on peut voir de plus en plus aujourd'hui, c'est en première ligne l'utilisation des benzodiazépines, donc avec le diazépam ou le midazolam.
On va quand même privilégier le midazolam s'il est disponible parce que il peut être utilisé sur des formes notamment intramusculaires en premier épisode. Il n'y a pas de, il n'y a pas le côté cumulatif qu'on peut retrouver sur le diazépam, donc il y a moins de toxicité. Et on n'a pas les mêmes soucis de destruction du produit comme sur le diazépam. Donc c'est vrai qu'on va privilégier plutôt le midazolam en pensant plus qu'il est plus efficace, mais le souci c'est qu'il coûte aussi beaucoup plus cher. Donc l'idée c'est on fait 3 bolis à 5 minutes d'intervalle et ensuite, suite au troisième bolus, pardon, on démarre une perfusion continue. Et à ce moment-là, si les crises persistent, on passe en deuxième ligne. Donc, on va vraiment avoir cette démarche d'escalade où on va rajouter les lignes les unes avec les autres pour monter en puissance. En deuxième ligne, c'est l'utilisation d'un antiépileptique, que ce soit le phénobarbital ou le lévétiracétam. À titre personnel, j'ai une grosse préférence sur le lévétiracétam parce qu'il a moins d'effets dépresseurs. Mais le souci, c'est il faut avoir accès à la forme injectable pour éviter le risque de fausse route et être sûr d'avoir une bonne administration et une bonne absorption. Si on n'a pas les VTASTAM, bah, autant utiliser du phénobarbital. Le phénobarbital, on s'attend à une action vraiment rapide, hein. Pour le coup, en intraveineux, on pense que son action va être en quelques minutes. Donc, si on n'a pas d'action au bout de quelques minutes, on va d'emblée rajouter une autre dose de phénobarbital, etc., jusqu'à arriver à la charge. On estime que les animaux qui vont les plus lents à métaboliser le phénobarbital vont prendre 20 minutes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un premier bolus, et si au bout de 20 minutes, on n'a toujours pas de réponse, on peut poursuivre la charge, et donc finalement, en 40 minutes, parfois, on se retrouve à faire une charge complète de phénobarbital à 21 mg kg. C'est rapide, mais on peut le faire, c'est pas un souci. Le seul risque, c'est le coma, c'est l'effet dépresseur du coup du phénobarbital, donc c'est pour ça que c'est plus facile à réaliser en clinique, où on peut avoir une ventilation. En troisième ligne, si ça suffit toujours pas, donc une fois qu'on a terminé sa charge en phénobarbital, on peut passer sur la kétamine. Avant, la kétamine, on avait tendance à l'utiliser plutôt en quatrième ligne, mais il y a de plus en plus de niveaux de preuve qui sont en faveur de son utilisation plus précoce. C'est juste qu'il faut se méfier un peu de la kétamine, parce qu'il peut y avoir un effet proconvulsivant. Donc, il ne faut pas le mettre trop tôt non plus. Mais par contre, il va être assez intéressant en troisième ligne parce qu'on pense qu'il y a une forme de résistance au récepteur GABA qui se met en place au cours du temps enfin, passer un certain nombre de minutes lors d'états de mal épileptique. Donc, les benzodiazépines ou le phénobarbital vont jouer sur les récepteurs GABA. Donc, l'avantage de madalakétamine, c'est qu'on va agir cette fois-ci sur les neurones, enfin sur les synapses excitatrices et non plus les inhibitrices. Et donc, on va changer de cible. Et parfois, on a des arrêts complets de crise à ce moment-là quand on fait un bolus de kétamine. En quatrième ligne, on va retrouver donc le propofol, hein, qui est un classique. Le gros souci du propofol, c'est qu'il a un effet dépresseur très important qui nécessite quasiment toujours de devoir intuber si on veut avoir une certaine sécurité et qui peut être associé à des baisses de pression artérielle, qui peut être associé à des hypothermies, etc. Donc c'est une prise en charge qui est quand même beaucoup plus lourde pour le coup. Enfin, en cinquième ligne, on va pouvoir utiliser les anesthésiques halogénés. Donc, on imagine que quand on passe en quatrième ligne, c'est qu'on est déjà en clinique avec un animal intubé. Et à ce moment-là, on rajoute de l'isoflurane. Mais si on doit passer en cinquième ligne, probablement que ça va mal se terminer. Donc ça, c'est un exemple de protocole. C'est celui que j'avais proposé à la clinique quand je suis pas là, parce que voilà, avec les molécules les plus accessibles. Donc là, c'était un protocole avec du diazépam en 3 bolis suivi d'une CRI, puis un début de charge. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, assez rapidement, on va passer en troisième voire quatrième ligne en même pas une heure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être assez agressif et monter très vite en dose et surtout pas attendre pour monter en puissance sur la gestion de ce status. Il n'y a pas de gros risques à aller trop vite, il y a plus des risques au contraire à attendre et à avoir un status qui est de plus en plus difficile à maîtriser si on attend trop. Donc il ne faut pas hésiter à monter. Pour la deuxième ligne, quand je suis là, j'utilise plutôt le lévétiracétam directement pour éviter son effet dépresseur, mais il faut avoir un peu l'habitude de l'utiliser, donc c'est pour ça que là ici j'ai mis du phénobarbital. Et puis la kétamine en troisième ligne, propofol en quatrième ligne et isoflurane ensuite. Donc ça, normalement, c'est que des molécules qui sont disponible dans quasiment toutes les cliniques, donc qui est assez disponible. Ce qui est très important ensuite sur un état de mal épileptique, c'est de surveiller et traiter les complications. La première complication est liée en fait à la perfusion cérébrale.
Donc, le flux cérébral sanguin dépend de la pression de perfusion cérébrale et de la résistance vasculaire. Donc, en fait, on le voit sur des animaux qui ont des vasospasmes cérébraux, comme sur certaines maladies chez le chat. On peut avoir, si on a une résistance qui augmente, un flux cérébral sanguin qui chute drastiquement. J'en parlerai pas trop parce que c'est vraiment lié à des maladies très spécifiques, comme par exemple les migrations de larves cutérébra chez le chat, mais on n'en a heureusement pas en France, plutôt en Amérique. Euh, donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la pression de perfusion cérébrale. La pression de perfusion cérébrale, on estime, hein, ça reste qu'un estimatif, qu'elle correspond à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc, les deux éléments qui vont jouer, c'est tout ce qui va modifier la pression intracrânienne, comme par exemple les hémorragies, les œdèmes, les tumeurs cérébrales, etc. Et tout ce qui va modifier la pression artérielle moyenne, notamment l'hypotension. Donc, ça fait partie des choses à monitorer, notamment quand on utilise du propofol, parce qu'on va faire chuter la pression artérielle. Et donc, en fait, sans se rendre compte, on va faire chuter la pression de perfusion cérébrale, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Alors, pour l'hypertension intracrânienne, le mécanisme principal qu'on va rencontrer, c'est un relargage de catécholamine en termes de conséquences. En fait, ce relargage de catécholamine, il intervient dans une situation assez particulière où on va avoir une hypovascularisation du tronc cérébral, ce qui va activer les centres vasomoteurs au niveau du tronc cérébral, avec ce relargage qui peut être très très brutal de catécholamine. Donc souvent, on pense à la traite de Cushing, hein, qui associe ce relargage de catécholamine avec une hypertension artérielle. Et en réponse à cette hypertension artérielle, on aura une activation des barorécepteurs, au niveau notamment de la crosse aortique, qui vont renvoyer un message vers le tronc cérébral qui va euh, envoyer ensuite un message parasympathique pour provoquer un côté cardio-modérateur et donc une, donc une bradycardie. Donc c'est là où on retrouve cette association entre l'hypertension artérielle et la bradycardie. Euh, mais sur le gage du catécholamine ne va pas toujours se traduire par une traite de Cushing. Et là, c'est là où il faut rester méfiant. Parfois, on peut avoir un relâchage du catécholamine qui est tel qu'on va également avoir des arythmies cardiaques. Et donc, je l'ai eu qu'une fois pour l'instant, mais j'ai déjà eu un chien qui était en tachycardie ventriculaire à 260 battements par minute, donc ce qui était vraiment très impressionnant. Les cardiologues étaient présents à ce moment-là et avaient identifié aucune origine cardiaque. Et en fait, juste en réalisant des injections de mannitol et de soluté hypertonique, on a réussi à progressivement diminuer la pression intracrânienne et, in fine, retrouver un rythme cardiaque normal avec juste une gestion sur la pression intracrânienne. Donc, il faut rester assez méfiant. La traite de Cushing, c'est vraiment un cas très particulier qui souvent est assez tardif, hein, pour le coup. On ne le voit pas du tout sur toutes les hypertensions intracrâniennes. Et quand ça survient, souvent, c'est sur des cas extrêmement graves. Donc, c'est un animal qui est déjà dans le coma. Donc, si l'animal est en train de marcher, il n'a pas de traite de Cushing, ça c'est sûr et certain. Donc, pour gérer les hypertensions intracrâniennes, il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Globalement, il n'y a pas vraiment de contre-indication à mettre en place des mesures contre l'hypertension intracrânienne. Il y a plutôt un risque à ne pas le faire. Donc, on peut utiliser soit le mannitol à 0,5 g par kilo en nivellante. C'est important de le réchauffer au bain-marie parce qu'on a la formation de cristaux qui peuvent tuer l'animal sinon. Ou l'utilisation d'un soluté hypertonique avec du NaCl. Il y a un vrai débat, hein, sur l'utilisation de ces deux molécules, sur laquelle choisir. On pense que le NaCl a tendance à être plus rapide, mais ça peut modifier l'équilibre électrolytique. Le mannitol, à l'inverse, a tendance à être plus lent en termes d'action, mais plus durable. Ça dure plusieurs heures, donc ça ne sert à rien d'enchaîner des bolis de mannitol tous les heures, par exemple. Il faut attendre 3-4 heures. Et il y a également un effet contre les radicaux libres qui est intéressant sur le mannitol. Donc voilà, il y a un peu les deux écoles. À titre personnel, j'ai tendance à utiliser mannitol, mais sur des cas qui sont extrêmement critiques, je fais d'abord un bolus de MSL hypertonique et ensuite je mets mon mannitol pour l'effet plus durable. Dans les autres choses à considérer, c'est le fait de surélever la tête. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais en fait, c'est presque le meilleur moyen de baisser la pression intracrânienne. Et c'est très, très impressionnant quand on met en place des sondes de pression intracrânienne et qu'on suit la position de la tête. On voit que la pression intracrânienne va varier quasiment du simple au double juste en bougeant la tête. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter
à surélever. On peut même incliner la table, hein, dans certains cas. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que parfois on a tendance à mettre des serviettes sous la tête pour essayer de surélever la tête. Et le risque, c'est de comprimer les jugulaires. Sauf que si on comprime les jugulaires, on va bloquer le retour veineux. Et donc la pression intracrânienne va augmenter. Donc ça sera pire que bien. Si jamais on a des arythmies cardiaques, sur un relargage du catécholamine extrêmement violent, on va recommander de mettre en place de la lidocaïne pour essayer justement de calmer un peu le jeu et limiter les conséquences de ce relargage. Face à une hypotension, bon, bah, vous avez l'habitude. Dans ce cas-là, on va évidemment perfuser, hein, ce qu'il faut d'ailleurs toujours faire quand on met du mannitol ou du NSL hypertonique pour éviter la déshydratation et l'hypotension in fine. Et il ne faut pas hésiter, voilà, à faire du remplage vasculaire avec des bolis, utiliser des vasoconstricteurs au besoin, etc. L'idée, c'est d'essayer de viser une pression artérielle moyenne aux alentours de 70-80 mm de mercure au minimum. Il ne faut pas monter trop non plus, parce que sinon, ça va être délétère aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça. On peut également étudier donc, les gaz sanguins, il ne faut pas hésiter à les suivre, notamment on va pouvoir rechercher tout ce qui est les hypoxémies, hypercapnies, donc là il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à intuber. Avant on avait beaucoup tendance à dire qu'il ne fallait pas hésiter à faire de l'hyperventilation pour essayer de diminuer la pression intracrânienne. On commence à revenir un peu dessus. On pense que c'est relativement efficace, mais le risque, c'est en fait de provoquer une hypocapnie et in fine de se retrouver avec des conséquences qui vont être plus délétères. Donc si jamais on le fait, il faut vraiment avoir un suivi de TCO2 qui va être très fin et viser un TCO2 entre 35 et 40 mm de mercure. Parce que vraiment, si on hyperventile, on aura des soucis. J'ai envie de recommander, enfin, ma recommandation, c'est presque de dire, dans le doute, on ne fait pas d'hyperventilation, sauf si vraiment on voit qu'on a des troubles des gaz du sang. On peut également avoir les troubles d'acidémie, qui est notamment liés à l'activité musculaire. On peut avoir soit une hypo, soit une hyperthermie, hein, les deux sont possibles. Donc, je pense que vous en avez déjà vu des coups de chaleur sur des status épilepticus. Dans ce cas-là, bon, vous avez l'habitude, c'est des mesures de refroidissement. À l'inverse, on peut aussi avoir des animaux qui vont vraiment chuter en température très rapidement. Dans les deux cas, on peut se poser la question d'une antibio-prophylaxie, en particulier sur les hyperthermies, parce qu'on pense qu'il y a des pertes de fonctionnement des défenses immunitaires. En plus, on a des décubitus qui peuvent favoriser notamment des fausses routes, etc. C'est des choses qui ne sont pas si rares d'avoir des bronchopneumonies, hein, dans ces moments-là. Et on peut également se poser la question des anticoagulants, pour éviter notamment tout ce qui va être CIVD sur les hyper. Enfin, bah, c'est tout ce qui est le nursing, donc typiquement les changements de décubitus. Il ne faut pas hésiter à poser une sonde urinaire pour pouvoir suivre la diurèse et limiter les risques de lésions de dermatite, parce que ça, c'est un gros souci qu'on peut avoir. Et surtout que les dermatites urineuses, quand elles commencent à s'installer, souvent c'est assez catastrophique. Lubrifier les yeux, évidemment, et puis pas hésiter, quand on est sur des gestions sur le long terme en hospitalisation, à poser une sonde de réalimentation. Mais il faut faire attention aux fausses déglutitions, donc on pourrait même se poser la question de l'intérêt si c'est sur du court terme, et dans ce cas-là, plutôt privilégier un suivi de la glycémie avec des adaptations de la fluidothérapie pour complémenter ou non la glycémie en fonction. Globalement, une fois qu'on a réussi à stabiliser ce status, on arrive à peu près à maîtriser les complications, l'idée c'est de maintenir le traitement à l'identique pendant plusieurs heures, idéalement 6 à 12 heures pour vraiment stopper complètement l'activité épileptique. Et ensuite, on va essayer de réaliser une désescalade progressive du traitement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la dernière ligne et remonter progressivement jusqu'à la première ligne. Donc, typiquement, si on en est arrivé au propofol, ben, on retire le propofol, puis on retire la kétamine, puis on finira par les benzodiazépines. Dans certains cas, ça peut être extrêmement difficile de distinguer une activité motrice de réveil d'une activité motrice d'origine épileptique. Parfois, c'est vraiment pas évident. Et c'est là d'ailleurs où l'électroencéphalogramme a un réel intérêt. Justement, c'est d'essayer de suivre le réveil de ces status, mais c'est un examen qui n'est pas encore très répandu. Et donc, c'est là où il faut rester méfiant et pas forcément replonger l'animal tout de suite dès qu'il bouge de manière un peu bizarre quand on est en train de retirer les médicaments. Si une fois on a réussi à faire la désescalade, on voit qu'il a tendance à s'agiter, on peut réaliser une série de dexmédetomidine, mais il faut faire attention aux effets cardiovasculaires, notamment l'effet hypotensif
enfin, d'abord hypertensif, puis hypotensif, qui pour le coup peut modifier la perfusion cérébrale et finalement pas être plus délétère qu'autre chose. Donc voilà, ça se discute vraiment au cas par cas, il faut vraiment essayer de s'adapter. Alors, quid des corticoïdes? C'est une vraie question, et il n'y a pas une réponse qui est parfaitement tranchée. Globalement, quand on regarde les arguments en faveur de son utilisation, c'est d'essayer de traiter la neuroinflammation qui est liée à l'activité épileptique, avec notamment la présence d'un odème cérébral. Donc, quand on voit qu'on a un animal qui vraiment va monter en pression intracrânienne assez brutalement, j'ai tendance à les utiliser, mais dans ces cas-là, à dose anti-inflammatoires pour l'effet anti-monsieur. En revanche, les inconvénients, ça va être que si on a une origine traumatique, on sait aujourd'hui chez l'humain, et ça c'est très très bien montré, qu'on a une augmentation de la mortalité jusqu'à plusieurs jours après le traumatisme crânien. Donc en théorie, c'est à bannir en cas de traumatisme crânien, sauf cas particulier. Par ailleurs, quand on utilise des corticoïdes, il vaut mieux les utiliser à dose anti-inflammatoire qu'immunosuppressive, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt d'immunosupprimer. Et surtout, pour la suite, ça peut complètement nous fausser le diagnostic. Donc, par exemple, en prénisolone, on peut très bien faire un 0,5 mg/kg de prénisolone par jour, c'est très bien. L'autre risque, c'est qu'en abaissant les défenses immunitaires, bah, on va augmenter encore plus ce risque de bronchopneumonie bactérienne. Donc, au cours de la gestion, bah, voilà, c'est ce que je vous disais, on peut utiliser la prénisolone ou la dexaméthasone à dose anti-inflammatoire. Et par contre, j'ai tendance à recommander d'arrêter assez rapidement une fois qu'on a stabilisé l'état de mal. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Moi, j'ai deux petites remarques juste par rapport à la gestion des cas. Le phénobarbital en injectable, c'est très cher. Donc, Ouais, remarque, dites-le aux gens. Parce que dans la facture, quand vous avez, moi j'ai eu une fois un malamute de plus de 50 kilos qui faisait ses crises épileptiques, ben, ça fait beaucoup de d'ampoules de phéno, ça fait des grosses, grosses doses. Et ça fait des grosses, grosses lignes sur la facture aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à bien prévenir le propriétaire que là, c'est nécessaire, qu'il faut une dose de charge et que de toute manière, pour passer les... Là, c'était un chien qui faisait des crises à répétition, il en faisait une toutes les 2 heures. Donc, et qu'il fallait mettre une dose de charge, c'est nécessaire, mais que ça coûtait cher. et ça, Euh, pardon. Et ça, c'est un point qui est intéressant, c'est d'ailleurs, si vous arrivez à avoir du levetiracetam, ça coûte vraiment moins cher. Enfin, vraiment, de ouais, l'utiliser en stage, c'est le quelques problème. euros. Arrêtez d'en avoir. Ouais, ouais, c'est C'est ça. c'est très très compliqué. On a déjà essayé. Il faudrait qu'on réessaye. Mais là, pour l'instant, mais le phéno aussi, hein, il y a eu une période où, enfin, où c'était Ouais. en rupture et que on nous le donnait au compte-gouttes parce que c'est Mm. réservé, enfin, c'est priorisé à l'usage humain. Donc, voilà, et les vétéracétam encore plus. Euh, et j'avais une autre remarque sur les crises isolées. C'est vrai qu'en soi, c'est pas une urgence de les prendre en charge, mais en urgence, les gens, comme tu disais très bien, hein, c'est plus une urgence psychologique qu'autre chose. Et que les gens sont assez paniqués et que moi, je conseille toujours à minima une consultation pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres choses, pour vérifier que l'animal ne soit pas en train de faire une crise d'hypo, et tout ça. Et aussi pour rassurer les gens et leur expliquer à domicile comment faire pour justement bien surveiller et s'assurer que ce soit pas plus grave qu'une simple crise isolée, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'avais une question par rapport, parce que par exemple, on a dit qu'on essaie de tout faire pour que la crise d'épilepsie, elle s'arrêtait. Mais si par exemple, elle s'arrête pas pendant des heures et des heures, à partir de quand on peut dire qu'il faut le laisser partir? Il n'y a pas de réponse là-dessus. Alors, quand on regarde les études expérimentales, on avait tendance à dire que passé une demi-heure, on avait des lésions cérébrales, etc. En pratique, honnêtement, j'ai vu pas mal de statuts qui ont duré parfois vraiment plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours, et des animaux qui s'en sont très bien remis. Donc, je condamne pas du tout un animal sur la durée des crises. En revanche, je vais plus le condamner soit parce que j'ai un diagnostic, et donc par exemple un statut sur une tumeur cérébrale, bon, on sait qu'il y a des chances malheureusement que ça reparte assez vite, ou qu'on n'arrive pas à le stabiliser, ou alors quand je vois qu'on monte en quatrième, cinquième ligne et qu'on n'a pas de réponse. Dans ces cas-là, je vais être très très sombre. Mais le souci de ça, c'est que quand on est en quatrième ou cinquième ligne, on a souvent une perte complète de l'activité motrice, et donc on n'arrive pas à évaluer correctement
si on maîtrise le status. C'est là où l'EEG est intéressant. En revanche, du coup, si on voit qu'on fait la désescalade et qu'ils repartent tout de suite en crise, j'aurais tendance à considérer qu'on ne maîtrisait pas le status. Et donc là, je vais être beaucoup plus sombre. Mais sinon, autrement, si on va porter un animal qui crise depuis 3 heures, je vais pas du tout le condamner, loin de là. Ok, parce qu'une fois, j'ai fait une visite à domicile avec un vétérinaire et en fait, le chien, il était monté à 41,5 de température et il m'avait dit, là, son cerveau, il est cramé, quoi. Enfin, du coup, on l'a aidé à partir. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un temps, mais du coup, c'est propre à chaque animal, quoi. Oui, là-dessus, on peut pas du tout prédire, et on le voit même chez l'humain, il y a des humains parfois qui font des status de plusieurs jours, et c'est pas forcément, enfin, faut pas forcément les condamner. Notamment dans les crises non convulsives. J'ai déjà eu des cas de chats en fait, qui étaient en status probablement depuis une semaine. Simplement, le chat continuait à s'alimenter, continuait à se déplacer. Et en fait, on a réussi à les récupérer. Alors, c'est des prises en charge où je vais être un peu moins agressif rapidement. Je vais monter en puissance, mais je vais y aller plus lentement, probablement parce qu'un arrêt brutal des crises, quand ça fait une semaine que ça dure, est un peu trop violent. Mais après, c'est des cas qui se comptent sur les doigts d'une main, donc j'ai pas beaucoup de recul. Et je peux pas du tout en tirer de conclusion forte sur à quel point il faut être agressif et à quelle vitesse. Mais le message derrière ça, c'est de dire que même des crises qui durent probablement depuis plusieurs jours, parfois on peut les récupérer. Et la notion de séquelles est difficile à évaluer. Il y a des animaux qui vont prendre parfois une semaine, 2 semaines à se remettre dans leur status, mais il y en a qui vont rentrer complètement dans l'ordre après. Donc voilà, il faut rester assez ouvert. Après, je Ok, pense que merci beaucoup. ce qui est important, c'est est-ce que, enfin, t'as pas les mêmes séquelles si tu as des crises convulsives et des crises qui sont non convulsives. Ça Ça, on implique n'en aussi. sait rien. Non, ça, on n'en sait rien pour le coup, parce que par Parce exemple, si que, on prend l'enfant que je vous ai montré en début de vidéo, sur le EEG, on a un EEG d'une crise épileptique généralisée, ouais, comme on aurait pu l'avoir sur une convulsive. ouais. Ok, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur des crises convulsives, ça implique d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, les crises convulsives sur un animal, sur un braqui en plein été au mois d'août, il y a une Oui, ça c'est sûr. augmentation de Oui. la température qui fait que derrière, tu as l'hyperthermie qui vient compliquer les choses et qui doit être prise en compte aussi. Oui, bah, c'était tout le message justement sur Tout à l'heure. la gestion des complications. C'est que Ouais, pour voilà, moi, presque ce qui m'embête, enfin, ce qui pour moi peut plus condamner un animal, effectivement, c'est les plus complications. les complications que le statut Mm. en lui-même. Mais du coup, c'est Et pour ça ouais, que le message, exactement. c'est de Ouais. dire, faut pas condamner un animal sur un status, Non, sauf si non, on a un non. diagnostic ou qu'on n'arrive pas à le traiter. Mais par contre, effectivement, si on voit il fait une CIVD sur son hyperthermie, sur son status, bon, probablement que ça mal fini. Ouais. Et enfin, surtout bien, enfin, encore une fois, c'est de la communication, hein, mais bien prévenir les propriétaires, communiquer avec les propriétaires sur les possibles séquelles, sur ce que ça implique, sur ce que la prise en charge implique aussi, parce que les prises en charge de status, c'est souvent long. Et après, c'est du nursing qui demande un investissement aussi bien humain que financier. Et que du coup, ça, Ouais. c'est un truc à bien leur expliquer dès le début, quoi. Parce que Ouais, malheureusement, moi, c'est plus important. Mais en tout cas, c'est séquelles, honnêtement, j'en ai quasiment jamais vu. pardon? Des séquelles, je pense que j'en ai quasiment jamais vu sur statut. Oui, bien Honnêtement. sûr, mais après, malheureusement, le côté prise en charge et investissement émotionnel et financier, ça fait partie de la décision, je pense. Donc, Ah oui, oui, ça, je suis d'accord. Oui, oui, bah, ça, c'est sûr. En plus, ça coûte très cher, la prise en charge d'un statut mineur. il faut vraiment bien les briefer là-dessus dès le début, quoi. Pour pas vous retrouver avec une plainte parce que on sélectionne un truc qui, en fait, était désespéré et on a dépensé trop d'argent, etc. Voilà. Deuxième petite. En fait, j'avais une petite question, Nicolas, qu'est-ce que tu recommandes sur un post-ictal normal, sur un animal ou une glycémie normale, en gros, à domicile? Est-ce que tu vas utiliser des molécules ou est-ce que tu expliques juste... Bah, ça dépend s'il a fait qu'une seule crise ou pas. Ouais, Si c'est sa première crise, moi, j'ai tendance justement à surveiller, les rassurer, leur dire de documenter, et puis après, pourquoi pas de prendre rendez-vous chez leur veto ou autre. Mais je n'irai pas forcément le traiter dès la première crise. C'est un peu un débat dans le sens où chez l'humain, il y a pas mal de cas de figure où on a une seule crise dans la vie du patient. Et du coup, chez l'humain, on dit qu'on ne traite pas dès la première crise sur une épilepsie idiopathique. Chez l'animal, on a beaucoup plus de mal à le documenter, mais on a tendance à voir en pratique un animal qui fait une crise, on aura comme tendance à refaire dans sa vie, donc on peut se poser la question de traiter dès la première crise, mais ça, c'est la suite de la présentation. ok.
Et deuxième petite question, tu arrives sur un animal en status. Moi, je vois tu commences par ton MIDA toutes les 5 minutes. Après, tu as quand même un moment où tu as besoin de poser un KT. Tu parlais de médétomidine. Est-ce que c'est vraiment contre-indiqué juste pour poser ton KT ou est-ce que tu dois respecter vraiment le tempo Je suis pas sûr qu'il y ait Enfin, pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à mettre de la médétomidine à ce moment-là, parce que ça va pas arrêter ta crise. Tu vas avoir une hypertension artérielle à ce moment-là. Tu vas avoir une vasoconstriction qui va rendre ta pose de cathéter probablement plus difficile. Et après, tu vas avoir une hypotension qui va faire chuter ta pression perfusion cérébrale. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à mettre de la médétomidine, au contraire, à ce moment-là. Par contre, c'est là où, du coup, c'est la question d'utiliser, si on voit que ça ne répond pas avec les trois bolis et qu'on n'arrive pas à lui poser un cathéter parce qu'il est trop agité, justement, de faire une IM d'antiépileptique, que ce soit du phénobarbital ou du levetiracetam. En levetiracetam, il a également été décrit son utilisation intrarectale. Mais c'est sur la forme injectable. Après, il y a des débuts d'études, on va dire, sur l'utilisation de la forme buvable en intrarectale, mais bon, je la recommande pas parce qu'aujourd'hui, en fait, on en sait un peu rien. Ok, ok, ça marche. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir par rapport à quand ils sont justement en hyperthermie. Bon, parce que j'ai intervenu comme ça sur un cas que j'ai utilisé toutes les molécules, mais il était tout le temps toujours avec sa crise et tout ça pendant 2 heures. Comme ça, après, je l'ai hospitalisé. Je suis arrivé jusqu'au propofol justement, mais il avait justement de l'hyperthermie. Est-ce qu'on peut utiliser un ANS tel que la tolfidine, quelque chose comme ça? Ou il était à, je sais plus, je crois 41, pareil, quelque chose comme ça. Dans ces cas, je pense qu'on peut même plutôt privilégier les corticoïdes pour un effet un peu plus large et le côté anti-œdémathieux. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt. Parce que l'hyperthermie n'est pas forcément une question de fièvre, ça peut aussi être une activité musculaire qui va être très importante. Donc je n'irai pas forcément chercher des INS en l'occurrence, surtout que si après on va faire une injection notamment de corticoïdes parce qu'on pense qu'il y a l'œdème cérébral, on risque d'avoir une ulcération digestive qui va être pire que bien. Donc à la limite plutôt des mesures de refroidissement assez agressives pour le coup. Mhm. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais poursuivre. Alors, donc, la suite à donner, donc une fois qu'on a stabilisé notre animal, ça va être trois choses à regarder. Donc, tout d'abord, essayer de rechercher la cause. Donc, ça, c'est sûr que, il y a certaines choses que vous pouvez faire en urgence et puis d'autres où c'est plus difficile pour le coup. Instaurer un traitement de fond, donc c'est toute la question de savoir est-ce qu'on traite à la première crise ou pas. Et fournir un pronostic. Donc, on a déjà un peu parlé du status, mais il y a les autres cas de figure. Donc, pour rechercher la cause, donc pour tout ce qui est l'exploration des crises réactives, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'historique qui va être un point assez important, notamment s'il y a eu des troubles digestifs précédents, si on a eu un accès à un toxique, par exemple si les propriétaires avaient de l'alpha-chloralose qui traînait dans leur garage, quelque chose comme ça, et qu'on sait que le chien en a mangé, on est à peu près sûr de la cause, ou si on a mis de la permétrine sur un chat, typiquement. Sinon, après, c'est le bilan sanguin. Donc là, il ne faut pas hésiter à être relativement complet, notamment doser les NH3. Après, ça va être complètement faussé si l'animal n'est pas parfaitement à jeun, donc il faut rester méfiant. Les acides biliaires à jeun, la bilirubine, le ionogramme, l'hémogramme. Mais après, on peut aussi avoir des modifications périictales. Donc ça, il faut rester méfiant, notamment sur les status où l'hémogramme peut être assez modifié, avec notamment une formule de stress corticoïde. La pression artérielle, ça je pense que c'est fondamental dans le suivi d'un status, que ce soit pour rechercher des hypos ou des hypertensions artérielles. Après, le souci, je pense que vous avez l'habitude, mais c'est qu'on est très très mauvais pour évaluer la pression artérielle correctement chez l'animal. Il y a plein d'articles sur le sujet, notamment les consensus ACVIM, et globalement, on n'est pas très très bon pour maîtriser la pression artérielle. Et enfin, l'imagerie, si on pense que c'est d'origine réactive, par exemple, aller chercher les causes d'insuffisance hépatique, donc tout ce qui va être champ de porte systémique notamment. Et puis, parfois, on peut aussi avoir l'IRM du cerveau qui peut nous informer. Il y a certaines maladies métaboliques, comme par exemple les déficiences en thiamine ou les hypoglycémies, etc., qui peuvent se voir extrêmement bien à l'IRM.
Si on a exclu nos causes de crise réactive, on va aller chercher les causes d'épilepsie structurale. Donc là, c'est pareil, bah, l'historique va pouvoir parfois nous orienter. On avait discuté d'avoir un examen neurologique qui montrait des déficits latéralisés, qui peuvent également nous orienter là-dessus. Mais sinon, on va arriver assez vite à l'examen d'imagerie. Et pour le coup, il y a une très, très, très nette supériorité de l'examen IRM par rapport au scanner. Donc, on va plutôt systématiquement proposer un examen IRM. Et si on n'a pas d'examen IRM, parce qu'on est dans une région qui n'est pas équipée, dans ce cas-là, plutôt proposer le scanner. Mais il faut avoir en tête que la plupart des maladies cérébrales ne se voient pas au scanner. Notamment les encéphalites, on peut complètement passer à côté. Et certaines tumeurs, comme par exemple, là c'est une image de gliome ici, on peut passer à côté d'un gliome même énorme au scanner. Et en fonction de l'examen IRM, on pourra réaliser une ponction du liquide cérébrospinal. On réalise cette ponction généralement dans la citerne cérébello-médulaire, donc juste en arrière de la tête. Par contre, on ne réalisera jamais de ponction à l'aveugle, parce qu'il y a une réelle contre-indication dès qu'il y a une hypertension intracrânienne. Parce que le risque, c'est que si on a un début d'engagement cérébelleux, donc vers le foramen magnum, donc vers la colonne vertébrale, si on prélève du L16 dans cette région-là, il y aura un peu comme un appel d'air, et le risque, c'est que le système nerveux s'engage dans le foramen magnum, et que ça comprime le tronc cérébral et que ça tue l'animal. Donc globalement, pas du tout il faut pas du tout le négliger, ce risque-là, notamment quand on a des crises épileptiques, avec un animal qui va être comateux ou subcomateux. Et globalement, il faut garder en tête que l'examen IRM est beaucoup plus sensible que les signes cliniques pour évaluer l'hypertension intracrânienne. On a parfois des animaux qui ont des hypertensions intracrâniennes phénoménales à l'IRM, et pourtant les animaux sont quasiment normaux au quotidien. Donc on est très très mauvais pour évaluer cette hypertension intracrânienne. Je vous avais parlé de la traite de Cushing, ça c'est vraiment quelque chose qui survient dans les cas très 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 avancés. Alors, pour les traitements, donc les indications de traitement, telles qu'elles sont définies aujourd'hui par le consensus international, sont les suivantes. Donc, c'est dès qu'on a des crises groupées ou en état de mal épileptique, on traite, même si le chien a juste fait 2 crises groupées dans toute sa vie, faut traiter. Dès qu'on a un intervalle entre 2 crises isolées inférieures à 6 mois, globalement, là, on a une indication à traiter. Quand ça dépasse les 6 mois, on pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à traiter parce qu'on aura du mal à évaluer l'efficacité du traitement. Donc le bénéfice sera relativement faible pour un traitement qui est quand même contraignant et onéreux au quotidien. Donc on ne traite pas forcément du coup dès la première crise pour ces raisons. En revanche, ça peut arriver qu'on traite dès la première crise isolée si par exemple il y a une agressivité périictale, parce que ça peut devenir un vrai danger pour les propriétaires, notamment s'il y a des enfants. Dans les races à risque, globalement, si vous avez un berger australien ou un border collie qui fait une crise épileptique, on va recommander de traiter dès la première crise, même si on n'a eu qu'une seule isolée. Si on a des phases postictales longues, supérieures à 24 heures, ça fait partie des recommandations. Et enfin, si on a des traumatismes crâniens qui datent de moins d'une semaine, du coup, on est probablement face à une épilepsie structurale. Et donc, sur une épilepsie structurale, on va même souvent avoir tendance à la traiter dès la première crise. En termes d'objectifs, parce que l'idée quand on est en traitement, c'est d'avoir un objectif pour la suite. L'objectif, c'est être idéalement d'avoir 0 crise. Ça, c'est l'idéal, c'est l'objectif qu'on se fixe en médecine humaine. Néanmoins, en médecine vétérinaire, cet objectif est souvent trop ambitieux. Et du coup, on va viser un objectif un peu plus faible, qui va être de réduire la fréquence des crises par au moins 2 et avoir une disparition complète des crises groupées. Donc ça, c'est important, c'est que si un animal sous traitement continue à faire des crises groupées, même si ce n'est qu'une fois par an, ce ne sera toujours pas satisfaisant. Et donc il faudra qu'on augmente le traitement. Quelques règles d'or pour adapter ou mettre en place le traitement, c'est qu'on débute toujours par une monothérapie, jamais une polythérapie. Donc par exemple, le Crisax ne devrait jamais être utilisé en première intention. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie des règles fondamentales, que ce soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, et qui font consensus aujourd'hui. Globalement, le traitement précoce est intéressant parce que quand on regarde les cohortes, surtout en médecine humaine, parce qu'on a moins de données en vétérinaire, c'est que plus on met un traitement tôt dans l'histoire de la maladie, plus il y a de chances que le suivi au long cours soit satisfaisant. Donc c'est pour ça que finalement, sur une race qui est très à risque, même s'il a fait qu'une seule crise, on va proposer de mettre en place un traitement antibiotique parce qu'on sait qu'on aura probablement un suivi qui sera meilleur plutôt qu'attendre déjà plusieurs mois de crise.
Globalement, si jamais vous êtes face à un animal qui est déjà sous antiépileptique et que vous souhaitez du coup adapter le traitement, ce qui va être important, c'est de jamais toucher à deux molécules à la fois, que ce soit en termes d'ajout, de retrait, d'augmentation, de diminution. Donc, par exemple, si on est en monothérapie, bah, on va essayer de l'augmenter jusqu'à son maximum. Et quand ça ne suffit plus, on passera en bithérapie. Mais dans ce cas-là, on touche toujours qu'à une seule molécule. Si il a été mis en place du phénobarbital ou du bromure, ce qui est vraiment important, c'est de réaliser un dosage sanguin avant de modifier les doses. Et ça, c'est assez important parce qu'il n'y a que le dosage sanguin qui nous permettra d'évaluer la marge thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a des chiens qui sont à 2,5 mg/kg matin et soir qui vont être sur des phénobarbitalémies plutôt élevées. Et il y en a qui vont éliminer tellement rapidement le médicament qu'on va devoir leur donner 10 mg matin et soir. Donc, limite une dose de charge par jour pour qu'on arrive sur des concentrations qui sont bonnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester assez méfiant là-dessus, sur ces augmentations de doses, sur ces deux médicaments, parce que c'est très très dépendant d'un animal à l'autre. Et on peut vraiment avoir une variation des dosages au cours du temps, puisqu'il y a des animaux qui vont éliminer de plus en plus rapidement leurs médicaments. Globalement, il ne faut pas hésiter à augmenter les antibiotiques. Je sais que ça peut faire peur parfois. Enfin, au quotidien, dans ma pratique, c'est ce que j'ai tendance à voir, c'est qu'on a tendance à être un peu frileux à augmenter. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à augmenter franchement. Et quand on parle d'augmentation, c'est de minimum 25 à 50%. Moi, ça m'arrive de doubler les doses, même parfois, juste pour augmenter. Notamment sur le levetiracetam, souvent je double. Je fais 20, puis 40, puis 80 mg/kg en termes d'augmentation. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et par contre, si à un moment on doit diminuer parce qu'on a un dosage sanguin qui est trop élevé, il faut diminuer doucement, par exemple 10% à peine. Donc il faut vraiment y aller progressivement pour diminuer. Mais de manière générale, on proposera de diminuer que si on est face à une toxicité ou face à un animal qui a un dosage qui est trop élevé. Alors, quelle monothérapie choisir? Globalement, sur une épilepsie idiopathique, il y a trois molécules qui ont été décrites: le phénobarbital, l'inipitoine, le levetiracetam. Le phénobarbital, on ne peut pas se tromper en l'utilisant. L'imipitoïne, aujourd'hui, il y a des preuves d'efficacité et d'innocuité que chez le chien, mais c'est une molécule que j'utilise pas vraiment, enfin plus vraiment en fait aujourd'hui, parce qu'on sait que, d'après des études plus récentes, on a une augmentation des crises groupées dans certains cas. Donc il y a une prise de risque à utiliser l'imipitoïne. En plus, c'est une molécule qui est hors de prix. Donc, à titre personnel, je l'utilise quasiment jamais, sauf vraiment si les propriétaires sont demandeurs. Donc, typiquement, si vous avez des crises groupées, moi, j'en parle même pas aux propriétaires. Donc, c'est typiquement sur un chien qui est sur une race à risque, type Border Collie, dès sa première crise, je ne parlerai que de phénobarbital. On peut également avoir le levetiracetam. Alors, on en avait parlé, donc ils sont pas très efficaces en monothérapie chez le chien, mais par contre, on peut l'utiliser chez le chat en épilepsie idiopathique. Et il y a des chats qui répondent vraiment très très bien pour le coup. Son défaut, c'est qu'il faut l'utiliser toutes les 8 heures. Pour les épilepsies structurales, que ce soit chien ou chat, on peut utiliser indifféremment le levetiracetam ou le phénobarbital. Les deux ont une franche efficacité. Et pour les crises réactives, ça dépend des causes. L'idée, en fait, derrière les crises réactives, c'est que le cerveau est normal. Donc, si on retire la cause primitive, il n'y a pas besoin de mettre en place de traitement. Parce que le cerveau est normal, donc il n'y a pas de risque d'avoir des nouvelles crises. Donc, par exemple, sur une hypoglycémie, on n'a pas besoin de mettre de traitement au long cours. Donc, ce que j'ai tendance à recommander, dans le doute, sur des crises réactives, vous mettez du levetiracetam. Au moins, c'est une action qui est courte, ça va agir rapidement, vous n'aurez pas d'effet sur la vigilance, il n'y a pas de toxicité, donc il n'y a aucun risque à utiliser du levetiracetam. Mais après, sinon, on peut aussi utiliser du phéno, hein, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Même sur les chiens orthosystémiques, c'est très bien décrit aujourd'hui l'utilisation du phénobarbital et on pense que c'est quand même assez sécurisé pour le coup. Si on est face à un animal qui est déjà en monothérapie, donc je vous avais dit, on n'hésite pas à augmenter la dose. Pour ça, il faut utiliser la marche disponible. Donc, si on a une phénobarbital, on fait une règle de 3 toute bête, hein. Si on a 20 mg par litre, si on augmente de 50% la dose, on devrait en théorie tomber vers les 30. Donc, on vise d'être globalement entre 20 et 40, donc on serait bon là-dessus. Le levetiracetam, on peut l'augmenter jusqu'à 80 mg/kg. Au-delà, il n'y a pas de risque de toxicité, c'est juste qu'on pense qu'il ne va pas être efficace. Et s'il est déjà en monothérapie et au maximum de sa dose, on va passer en bithérapie. Et donc là, on peut utiliser le phénobarbital si on n'en avait pas avant, ou du levé. On peut utiliser le bromure de potassium. Le bromure a des gros défauts, hein. Moi, j'utilise relativement peu. C'est vraiment un tank, en fait. C'est hyper efficace. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires.
Aujourd'hui, chez l'humain, ce seul AMM, c'est en tant que sédatif. Il est même plus utilisé en tant qu'antiépileptique. Dans les gros défauts qu'on a, c'est que c'est une molécule qui nécessite 3 mois pour se stabiliser dans le sang. Donc, on est obligé de faire une dose de charge assez agressive qui dure 5 jours, avec des animaux qui vont être très cassés, qui vont prendre beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, c'est assez casse-pied. Dès qu'on va vouloir changer les doses, il faudra 3 mois pour que ça s'équilibre. En plus, on a une compétition entre le brome et le sel, avec les ions chlorure. Donc, deux conséquences, c'est d'une part que l'alimentation doit être extrêmement stricte en sel, parce que si on a des variations de la chlorémie, on va avoir des variations du brome. Et l'autre conséquence, c'est qu'on a une évaluation de la chlorémie qui va être impossible, où en fait, si vous avez déjà fait des ionogrammes sur des animaux qui sont sous bromure, vous pouvez avoir des chlorémies à 180 millimoles par litre. En fait, c'est que les machines n'arrivent pas à différencier le brome du chlore, et donc on n'arrive plus à évaluer la chlorémie. Et sinon, il y a le zonisamide. On l'utilise relativement peu en France, mais il y a des pays qui l'utilisent beaucoup, notamment en Amérique du Nord ou au Japon. Il n'y a pas énormément de preuves d'efficacité ou d'innocuité, mais voilà, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique qu'on peut utiliser. Les autres molécules, globalement, aujourd'hui, on n'a pas de preuve d'efficacité, que ce soit les gabapentines ou autres, mais voilà, ça fera partie des options thérapeutiques quand on est sur des épilepsies pharmacorésistantes. Mais là, on sort un peu du cadre de l'urgence pour le coup. Alors, en termes de pronostic, donc on va essayer de se fixer des objectifs. Donc, je vous disais, donc, l'objectif d'aucune crise, c'est la rémission au sens strict qu'on va avoir sur une épilepsie. Donc, on parlera des pharmacorésistances sur cette définition dès qu'on aura des crises, malgré une mono ou une bithérapie qui sera bien menée. Et au sens large, c'est si on prend l'objectif de réduction des crises, ça sera si on a une absence de cette réduction des crises, malgré une thérapie qui est bien menée. Alors, en termes de pronostic, donc globalement sur une épilepsie idiopathique, on a généralement un bon contrôle. Aujourd'hui, quand on regarde les études, donc elles utilisent soit le critère strict, soit le critère large d'objectifs thérapeutiques et de résistance. On voit que globalement, on a entre 50 et 90% de chances qu'un animal soit bien contrôlé avec une mono ou une bithérapie. Là où il faut rester méfiant, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'effet lune de miel, qui est bien documenté chez le chat et chez l'humain, avec le levetiracetam, où en fait on met en place un traitement épileptique, on met en place du levetiracetam, il n'y a plus du tout de crise, on est super content, et au bout de quelques mois, les crises reviennent, et il n'y a pas de franche efficacité d'augmenter, enfin quand on augmente le levetiracetam. On ne sait pas vraiment à quoi c'est dû, on pense que c'est une forme d'accoutumance liée au levetiracetam. Donc voilà, l'épilepsie idiopathique, c'est souvent lié à un bon contrôle, mais peut aussi avoir des animaux qui malheureusement vont être pharmacorésistants et ne répondront jamais au traitement, notamment dans les races à risque type Border Collie. On estime qu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont pharmacorésistants dans la population des Border Collie épileptiques. Globalement, là où il faut être très rassurant avec un propriétaire, c'est qu'un animal avec une épilepsie idiopathique dont on contrôle les crises ne voit pas son espérance de vie modifiée. Ils peuvent vraiment vivre avec une vie normale, voilà, avec tout ce qu'il y a autour des crises, mais en tout cas, ils ne vont pas avoir une espérance de vie qui va être modifiée là-dessus. Pour l'épilepsie structurale, le contrôle va dépendre de la crise, du contrôle des crises et de la maladie sous-jacente. Notamment, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que sur les épilepsies qui suivent l'apparition d'une encéphalite désimilitaire chez le chien, il y en a quand même 20% qui vont être pharmacorésistants au sens large, c'est-à-dire que même avec une bithérapie au maximum, on n'aura pas de réponse au traitement. Dans les cas de nécrose de l'hippocampe, donc les épilepsies temporales, je vous avais dit, c'est souvent réfractaire au traitement, donc voilà, il faut le garder en tête, mais on a très très peu de données encore sur cette maladie, donc il faut rester méfiant sur cette notion-là. Ça va également dépendre du contrôle des crises à court et long terme. Donc ça, je vous en parlais sur l'épilepsie idiopathique. Si on contrôle les crises, l'espérance de vie est normale. Quand on a des crises groupées, on sait que malheureusement, on risque d'avoir des crises qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus difficiles à traiter. C'est pour ça que même si on a des crises groupées qu'une fois par an, on va être assez agressif sur le traitement parce qu'on veut les faire disparaître. Et quand c'est un état de mal épileptique, ça c'est une vraie discussion. Pour rebondir sur la remarque, c'est qu'effectivement, on a un pronostic vital qui s'engage. Et donc, il faut avoir un propriétaire qui est prêt à suivre et prêt à s'engager, que ce soit sur le côté financier, sur le nursing, sur tout le reste, sachant que ça va être une prise en charge qui va probablement prendre plusieurs jours au final en termes de gestion. Et on sait aujourd'hui en termes de chiffres qu'avec une gestion hospitalière, on a une mortalité entre 25 et 50%, que ce soit un décès spontané ou une euthanasie, donc ce qui est quand même important.
Enfin, ça va dépendre de l'épidémiologie. Donc, il y a des données qui sont sorties, elles ne sont pas extrêmement solides, donc je les prends avec méfiance, mais il faut quand même enfin, voilà, je vous les présente parce qu'elles ont le mérite d'exister. On a tendance à voir qu'il y a certains éléments qui sont associés à un meilleur contrôle des crises, notamment les femelles stérilisées. Donc, chez les neurologues un peu plus extrêmes, il y en a qui préconisent la stérilisation chez les chiens qui sont épileptiques. Euh, Ça fait vraiment débat, cette notion-là. Moi, je suis pas du tout poussif là-dessus. C'est une discussion que j'ai avec les propriétaires et notamment même sur le risque de transmission d'une maladie avec un fond génétique. Mais je n'irai pas systématiquement stériliser un animal qui est épileptique. Chez l'humain, on sait qu'il y a des crises qui sont associées au cycle chez la femme, mais c'est vraiment des épilepsies très particulières, très bien identifiées. C'est pas l'ensemble des épileptiques qui ont des crises qui sont liées au cycle menstruel. Donc c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas être assez extrémiste là-dessus. S'il n'y a jamais de crise groupée, on pense que c'est également associé à un meilleur contrôle sur la suite. Et quand les crises apparaissent tardivement, donc ça c'est un point assez intéressant, c'est que, euh, comme je vous disais, un bulldog de 10 ans qui fait des crises et qui est normal entre ces crises a quand même de bonnes chances d'avoir une épilepsie idiopathique. Et pourtant, ça ne sera pas forcément de mauvais pronostics, au contraire, ça peut être même de meilleurs pronostics. Pour les races à risque, donc ça je vous l'ai déjà présenté, on sait qu'on a des risques d'avoir une épilepsie plus difficile à traiter. Notamment, il y a une cohorte de border collie qui a été étudiée où 50% des animaux présentaient une épilepsie pharmacorésistante au sens large. Donc ça reste énorme. On a également des races qui ont des formes plus légères, et c'est pas le border collie classique, mais c'est celui à poil long, qui peut avoir des formes plus légères, le labrador ou le malinois. Le malinois, on sait vraiment qu'il y a une forme génétique qui a été très très bien identifiée, avec notamment 2 gènes qui ont été candidats. Et c'est pas parce qu'on a une forme génétique qu'elle est forcément de moins bon pronostic. Et je vous ai mis voilà, quelques chiffres justement pour des races où on peut, enfin, de ce qu'on peut annoncer aux propriétaires. Donc globalement, on voit que sur les border collies qui sont pas à poil long, on a des chances d'avoir des crises toute la vie l'animal. Globalement, il y a entre 0 et 18% de chances qu'on ait plus de crises, donc ce qui reste très très faible. C'est pareil pour le Staffordshire Bull Terrier. En revanche, pour le berger allemand, on peut en avoir qui, dans 10% des cas, qui n'auront plus jamais de crise. Chez le chat, on a tendance à penser que les chiffres sont meilleurs que ça. Notamment, il y a des études qui annoncent entre 25 et 50% de chats qui font plus jamais de crise sous phénomène. Donc voilà, on peut quand même avoir des bons résultats. Donc l'idée, c'est de dire que sur une épilepsie idiopathique, euh, on peut vraiment avoir des bons pronostics et des animaux qui ont d'excellentes qualités de vie. Voilà, merci de votre attention. En fait, j'ai juste une petite question par rapport, ça c'est par rapport aux petites races, au fait. Je sais que certains comportementalistes parlent de crises justement paroxystiques, au fait, de petits chiens comme ça qui tremblent et tout ça. Et puis, et puis qui se tétanisent à un moment donné, au fait. Et Alors ça, puis, c'était Ouais, ça, c'était justement ce type le diagnostic différentiel dont j'évoquais. Ça peut être d'origine comportementale, ça peut être des dyskinésies. Il faut rester assez prudent. Donc, c'est là où l'idée, c'est d'essayer de faire un journal des crises en essayant de quantifier les crises. Donc, ça peut être une observation sur plusieurs semaines, puis démarrer un traitement antiépileptique et voir si on a une réduction de cette fréquence. Et donc, est-ce que ça sera en faveur, effectivement, d'une origine épileptique? Mais, euh, mais voilà, après, la notion de crise paroxystique, c'est un peu redondant. En fait, paroxystique, ça veut dire que ça évolue par crise, grosso modo. Donc, on parle de manifestation paroxystique ou épisodique. Et face à ça, il faut qu'on garde un diagnostic différentiel large. Donc, c'est vraiment la démarche sur toute consultation où on vient pour des causes, pour de l'exploration de manifestations épisodiques. Je, voilà, je dresse mon DDX dans ma tête. J'essaye d'affiner le DDX en fonction de la forme des épisodes. Et puis à partir de là, soit j'arrive à me dire c'est sûr c'est épileptique ou ça l'est pas. Et quand il me reste plusieurs épisodes, enfin plusieurs comment dire, origines, je vais faire des essais thérapeutiques ou aller chercher des causes sous-jacentes pour réduire mon champ des possibles. Et en gros, par exemple, quand j'ai juste des manifestations comportementales, souvent je vais essayer d'explorer et exclure toutes les causes de crise épileptique qu'on peut explorer, exclure tout le reste, et à la fin, qu'il me reste plus qu'un trouble comportemental pur ou une épilepsie idiopathique. Et dans ce cas-là, avec un essai thérapeutique, je peux essayer d'y répondre.
D'accord, merci. Et juste une question, une deuxième, ça c'est par rapport aux crises d'épilepsie partielle. Par exemple, quand on a juste une oreille qui bouge, est-ce que ça, là on traite ou pas du tout aussi? Quand on a, On traite. il y en a On qui... fait pas de différence. On fait pas de différence entre en fait, il faut vraiment distinguer la forme de la crise qui va être juste de la sémiologie et la maladie sous-jacente. Finalement, qu'on fasse une crise focale motrice ou une crise généralisée tonico-clonique, on ne pense pas que c'est plus ou moins grave. Ça faut les considérer de la même manière. Merci. Moi, j'avais une question un peu perso. Enfin, perso. C'est pas... En gros, j'ai mon chat qui a clairement une hyperesthésie féline. Ouais. C'était compliqué à diagnostiquer parce qu'elle a commencé il y a 12 ans, donc là, elle en a 14. Et à l'époque, on en parlait un peu moins d'hyperesthésie féline. Elle est passée par 1000 examens complémentaires. On a tenté le phéno. Elle a fait une anémie hémolytique suite à l'administration de phéno. Donc, on a arrêté le phéno. Et après, on a essayé les trucs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qu'on utilise en comportement. C'est un antidépresseur. La fluoxétine. Voilà, c'est bon, c'est revenu. La fluoxétine qui l'a shootée complète, qui marchait. Hein. Elle était beaucoup mieux que la fluoxétine, mais elle était complètement shootée tout le temps. Et le lévétiracétam, c'est difficilement jouable du fait des 8 heures. Soyons honnêtes. Ouais, Euh, tu vois, alors moi, ce que je fais, c'est que sur les levétiastal, dans ces cas-là, quand c'est pas un essai thérapeutique, je propose de le faire tous les 12 heures, mais dans ce cas, je démarre à 30 mg par kilo. Euh, ça peut se tenter. Et en fait, justement, j'ai montré des vidéos de chats avec de l'hyperesthésie féline où c'était de la crise, enfin des crises épileptiques en l'occurrence. je t'en file. Euh, ouais, j'en ai plein, j'adore l'épilepsie, donc j'ai plein de vidéos pour le coup. Euh, On a tous nos tocs. Hein. ouais. Moi, c'est assez typique. Elle commence, alors, elle a les pupilles qui se dilatent, très paromydriase. Il y a un nystagmus qui se met en place horizontal tout le temps. Et après, il y a la peau du dos qui roule, qui commence à rouler. Et elle part à s'attaquer la queue et elle contrôle plus rien. Ça dure 10 minutes. Elle finit par se calmer, mais elle en fait quasiment tous les jours. Hein. Ouais, pour le coup, je pense qu'il faut rester méfiant, ça peut être complètement épileptique. Ah oui, Euh, et là, pour le coup, j'aurais tendance à plutôt partir sur du levétiastam. Donc ça, c'est voilà, typiquement un chat où on voit le rolling skin. ouais, c'est ça. Et lui était complètement épileptique. Ouais, elle a été, alors, c'est un peu calmé parce qu'en fait, il y a une manifestation comportement, enfin, il y a une base comportementale, je pense. C'est-à-dire que quand elle est stressée, quand on va trop loin dans le jeu ou même dans le juste trop de câlins, ça déclenche une crise, souvent. Donc ça, c'est plus facile à contrôler. Mais par exemple, le stress, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que quand elle est stressée, c'est toutes les... Ouais, c'est tout. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai eu un cavalier comme ça, enfin, ça a été vraiment une horreur faire le diagnostic, faire la part des choses. Mais il avait à la fois des troubles d'origine comportementale épisodique, à la fois des crises épileptiques et à la fois des signes de douleur liés à sa syringomyélie. Et en fait, c'est avec une trithérapie comportementale, antiépileptique et antalgique qu'on a réussi à le contrôler et à trouver à peu près un équilibre. Mais oui, oui, parfois, ça peut être extrêmement compliqué. Là, il y a aussi, Euh, je pense, ouais. depuis 3 4 ans, parce qu'elle a 14 ans. Le Solensia avait bien amélioré les choses, sauf qu'en bon chat de veto, bah, elle fait des réactions cutanées au Solensia. À chaque fois que je fais une injection de Solensia, elle fait des dermatites monstrueuses. Mais donc, il aggrave finalement les choses, parce qu'elle se laisse gratter comme Ouais. une fois. Et Mm. après, on a aussi des choses qui ont été mises en hyperesthésie féline. Je vais retrouver une vidéo. C'est des chats où en fait ils s'automutilent la queue. Oui, alors Et ça, en fait, elle le fait plus. il y a même des chats, je me demande si c'est même pas des crises motrices, enfin si c'est pas des crises motrices de la queue. Donc là, par exemple, c'en est un. Et ce qui est assez Ouais, amusant, justement, c'est que le propriétaire s'amuse à cacher la queue pour voir. On va le voir. Et une fois que la queue est cachée, le chat s'en fiche. Alors que la queue continue à bouger. ouais. Mais alors ça, il y a une époque où elle se mutilait aussi, où elle s'est franchement mordue et tout, hein, et elle avait des lésions. Donc il a été question de voir à l'amputer la queue. Mais en fait, il y avait une étude, je sais plus, c'était à Toulouse, il m'avait sorti ça,
Comme quoi, des fois, ça aggravait les choses parce qu'en gros, c'était transféré ailleurs et qu'on arrivait à des chats qui se jetaient contre les murs. Ouais, c'est assez compliqué à gérer. C'est- c'est Ça vraiment une fait- prise en charge globale, en fait. Et globalement, on sait hein, que c'est une prise en charge qu'on dit holistique chez l'humain, où il n'y a pas que l'antiépileptique, il y a tout ce qui est autour. Et il y a certains animaux qui peuvent déclencher des crises liées à des situations stressantes ou liées à l'anxiété. Et c'est assez rare, hein, mine de rien, enfin, pour en suivre vraiment tous les jours. Mais il y en a, j'ai quelques chiens notamment qui présentent des crises dès qu'il y a le moindre événement stressant. Et, euh, et pour le coup, on peut se poser la question du CBD. Autant le CBD, il n'y a aucun effet antiépileptique aujourd'hui, c'est bien montré, on le sait. Mais bon, Par contre, il peut y avoir un effet sur l'anxiété et sur des chiens qui présentent des crises liées à l'anxiété. Si le CBD fonctionne là-dessus, on peut penser que ça atténue un peu les crises. Et bon, après, c'est pareil, c'est des cas assez isolés, mais j'en ai quelques-uns chez qui on a pu avoir une amélioration là-dessus. ouais, ça a essayé en fait. Je vais retenter le lévétiracétam en bide alors à 30 mg, tu dis, c'est ça? Ouais, minimum 30. Après, faut pas hésiter à y aller. Alors, la version buvable est dégoûtante. Ils détestent ça. Il y a certains chats chez qui ça marche bien, mais il y en a qui détestent ça. Donc, plutôt la forme comprimée. Faut par contre se méfier, faut aller voir les pharmaciens parce qu'il y a selon les génériques, les comprimés sont plus ou moins gros. Ouais, sinon, Ça existe en 250 mg, donc sur un chat, on peut mettre 125 mg. Au pire, on monte à 40 ou 50 mg kilo matin et soir, c'est pas grave, on a de la marge. Ouais, bah, Faut pas hésiter à y aller. elle est vraiment toute petite, hein. Ouais, donc voilà, après, et dernière option, mais après c'est du reconditionnement, il y a la pharmacie Delpech qui sous-traite en fait du reconditionnement. Et maintenant, ils ont pas mal de pharmacies partenaires. Et pour le coup, ils peuvent proposer des gélules ou des sirops buvables appétants pour le chat au dosage qu'on veut. Donc, ça peut être une option aussi. Ah ouais, ouais, effectivement, je vais essayer ça. Ok, merci. Si d'autres ont des questions, n'hésitez pas. Non, pas de questions. Bah, après, il y a déjà eu des questions pendant ton intervention. Mais en tout cas, c'était très intéressant et surtout, c'était très pragmatique sur la prise en charge. Et ça, c'est hyper important. Euh, C'était l'objectif. Bah ouais, voilà. Non, non, ça l'était en tout cas. Merci beaucoup. C'était Merci, vraiment. c'est gentil. Euh, je pense que si tu es intéressé, on refera d'autres sujets sur la neuro parce qu'il y a quand Ouais, même, on avait discuté tous les deux, il y a beaucoup de choses à traiter en neuro, en urgence. Donc voilà. Ah, si, il y a une question de Irène. L'utilisation de GABA en hyperesthésie, ça marche pas mal aussi. Enfin, moi, sur la minette, ça a plutôt pas mal marché, mais ça la shoot, bah, quoi. c'est ça. En fait, je pense que l'effet, il est doublement intéressant. D'une part, ça permet d'explorer toutes les causes douloureuses. Parce que sur les douleurs neuropathiques, ça peut être très, très épisodique. C'est ce qui Enfin, une douleur neuropathique, hein, souvent, par exemple, quand on pense aux gens qui ont une sciatique, ça peut vraiment être des décharges qu'on peut avoir. Donc, ça peut être des animaux qui, d'un coup, peuvent présenter des comportements très brusques et parfois s'automutiler. Donc, c'est vrai que dans l'exploration de ces épisodes d'origine douloureuse, c'est intéressant pour essayer de différencier une origine épileptique ou pas. Et si on monte un peu la dose, on a pu montrer notamment chez le chat qu'il y avait potentiellement un effet anxiolytique. Donc si on pense qu'il y a des crises d'hyperesthésie qui sont liées à de l'anxiété, bah, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que derrière ce qu'on appelle l'hyperesthésie féline, finalement, ça traduit des réalités très très différentes. Et donc ça peut très bien être d'origine douloureuse, d'origine comportementale, d'origine épileptique. Et c'est vrai que si on met la gabapentine un peu forte, on traite deux origines et finalement on sait plus forcément ce qui se passe. Mais ça fait partie des questions à se poser quand on explore ça. Pareil, c'est du TID, la gabapentine, normalement. Ouais. Ok. Ouais, et le problème des chats, c'est qu'ils ont un métabolisme assez rapide et donc c'est vrai que il y a pas mal de médicaments, il faut augmenter la fréquence d'administration. Yes. Ils sont casse-pieds là-dessus. Euh, ok. Euh, D'autres questions? Je redemande du coup. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air parfait. Bah, super. C'est OK, je veux bien que tu me transfères le PPT. Ouais, Et ça marche. comment et voilà. Et puis, je te recontacte pour la suite, éventuellement, s'il y a des sujets neuro qui font qu'on traite de manière un peu plus approfondie. Ouais, bah, avec plaisir, n'hésitez surtout pas. Ok. Merci de m'avoir proposé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci Nicolas. Et puis, bah, bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.